Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, les tensions à l'est de l'Europe face aux incursions d'engins russes. Ces derniers jours, Donald Trump a opéré une véritable volte-face au sujet de la guerre en Ukraine. Lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain a affiché sa lassitude à l'égard de la Russie, la qualifiant de tigre de papier. Et il n'a pas hésité à se montrer offensif vis-à-vis de Moscou. Monsieur le Président, pensez-vous que les pays membres de l'OTAN devraient abattre les avions russes s'ils pénètrent dans leur espace aérien ? Oui, je le pense. Donald Trump fait ici référence aux incursions imputées aux Russes dans le ciel de l'Europe. Car depuis début septembre, les incidents se multiplient. L'entrée d'une vingtaine de drones dans l'espace aérien polonais, un survol similaire d'un autre drone en Roumanie, puis le passage par l'Estonie de 3 avions de combat. Et cette semaine, c'était au tour des aéroports de Copenhague et Oslo d'être visés par ces incursions. Une multiplication des incidents qui inquiète et que l'OTAN prend très au sérieux. Pour décrypter cette nouvelle stratégie russe, j'ai fait appel au spécialiste des questions de défense à l'Express, Clément Dagnès. Bonjour Clément. Bonjour Charlotte. D'abord Clément, pourquoi ces incursions russes s'enchaînent en ce moment ? On peut préciser déjà que la Russie nie toute intentionnalité hostile dans ces incursions. Mais tous les regards, évidemment, se tournent vers Moscou et avec l'idée qu'il y a une véritable volonté derrière ce qui s'est passé. Il n'est pas inutile de rappeler le contexte. Les négociations avec Donald Trump, on a vu qu'il y a eu un sommet en Alaska, n'ont pas été si favorables que ça à la Russie, parce que Trump ne s'est pas désengagé vis-à-vis de l'Ukraine. Et la Russie, dans le même temps, elle progresse difficilement sur le front. Certes, elle grignote des territoires, mais le territoire ukrainien, il est immense. On est très loin d'une prise de très grandes villes, et a fortiori de Kiev. Plus généralement, on sait que la Russie a toujours voulu tester l'OTAN et les pays limitrophes sur le plan militaire. Savoir comment réagit la Pologne, comment réagit la police du ciel de l'OTAN. Ça permet aussi de tester la réponse politique des Européens. Où est-ce qu'ils en sont entre eux ? Est-ce qu'ils vont se montrer timides dans leur action ? Ou est-ce qu'ils vont être particulièrement unis ou non ? Et puis, il y a aussi l'aspect de savoir où en est la solidarité américaine vis-à-vis de ses partenaires continentaux. La dernière incursion marquante dans le ciel de l'OTAN remonte à novembre 2015. La Turquie n'avait pas hésité alors à abattre un bombardier russe qui avait violé son espace aérien pendant environ 20 secondes. Il y a quelques jours, les avions russes sont restés 12 minutes au-dessus de l'Estonie. Alors, quelles réponses ont suivi ces dernières provocations russes ? Bien, en tout cas, les avions russes n'ont pas été abattus au-dessus du ciel estonien. Alors, dans le cas polonais, le premier de la séquence, 3 drones sur la vingtaine ont été abattus par les avions de l'OTAN. Il y a eu comme réponse ensuite l'envoi d'avions de chasse par les Allemands et par les Français en Pologne. Des Rafales pour les Français, des Eurofighters pour les Allemands. Trump a aussi assuré de son soutien. Il y a une nouvelle opération lancée par l'OTAN qui s'appelle Eastern Sentry, Sentinelle orientale, pour renforcer la surveillance et la capacité de réaction dans cette grande frontière qu'il y a avec l'espace russe-Biélorussie. En écho au cas turc, il faut faire une nuance sur ce qu'on voit aujourd'hui. D'abord, tous les pays ne sont pas dans la même situation. Prenons d'abord la Pologne. La Pologne, elle a des moyens souverains pour réagir. Elle a des avions de chasse, donc elle pourrait décider en elle-même, sans dire que c'est l'OTAN, j'abats tel avion russe qui passe dans mon espace aérien. D'où la réponse du Premier ministre Donald Tusk. Nous prendrons la décision d'abattre les objets volants, c'est-à-dire les drones, les avions, etc. Dans le cas des pays baltes, c'est différent. Ces 3 pays n'ont pas une aviation de chasse propre. C'est l'aviation de chasse de pays amis de l'OTAN qui assure leur police du ciel depuis plus de 20 ans par rotation. Donc dans le cas des Estoniens, la décision ne leur appartient pas totalement de pouvoir abattre un avion russe. Dans chaque zone, c'est différent, et ça, les Russes le savent très bien. Et donc, pourquoi l'OTAN n'a pas décidé de réagir plus fortement ? Alors, dans le cas des drones, on n'a aucune preuve qu'il y avait des sites sensibles qui étaient visés. On ne peut pas parler d'attaques aussi résolues que celles qu'on voit en Ukraine. On peut parler seulement de survol illégal. Dans le cas des avions en Estonie, c'est à peu près la même chose. Les avions russes, ces MiG-31, n'étaient pas engagés
dans un combat où ils n'étaient pas en train de se mettre en situation de larguer une bombe, même s'ils étaient en train de violer l'espace aérien estonien. Ils ne sont pas passés au-dessus de la capitale, Tallinn, avec des intentions hostiles. Il aurait été disproportionné de les abattre alors qu'on pouvait tout simplement les raccompagner en dehors de la zone aérienne estonienne. Donc l'idée pour l'OTAN, c'est de répondre de façon adéquate, mais aussi de ne pas trop en dévoiler sur ce qu'elle ferait s'il faut vraiment intervenir. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron dans un récent entretien. Il a dit « il faudrait agir vite », monter d'un cran s'il le faut, mais ne pas ouvrir le feu. Et puis, il faut aussi en avoir les capacités. Alors justement, quels sont les moyens de l'OTAN face à ces incursions russes ? Les États membres de l'OTAN possèdent des systèmes pour contrer des menaces, mais pas pour tous les types de menaces. Ça concerne plus les avions d'ailleurs que les drones, qui volent à très basse altitude. Contre eux, il faut divers moyens, une sorte de panachage, comme des missiles antiaériens, du brouillage, des lasers, voire des drones intercepteurs, puisque ce système de drones intercepteurs, c'est justement le système sur lequel travaillent les Ukrainiens contre ces drones Shahed longue portée russes qui sont envoyés par centaines sur les villes. L'OTAN travaille à renforcer ça, à pouvoir renforcer ça. Mais tout ça, je dois préciser, c'est la partie bouclier. Il manque aussi à l'OTAN un certain type de glaive. Je m'explique. Au-delà d'avoir un bon système de défense, il peut être intéressant d'avoir une capacité de dissuasion conventionnelle. Pouvoir dire à la Russie, œil pour œil, dent pour dent. Et pas seulement neutraliser les drones russes, mais infliger une même vague de dégâts aux Russes. C'est ce que les Ukrainiens, petit à petit, tentent de faire en ce moment. C'est cette capacité de dissuasion qui a manqué aux Ukrainiens en février 2022. Et c'est ce dont doit se doter l'OTAN. D'autant qu'on ne sait pas quelle sera la prochaine attaque russe. Un dossier très sensible qu'on va continuer de suivre. Merci beaucoup Clément pour tes explications. Merci beaucoup Charlotte. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez écouter les analyses de Clément Dagnès dans le podcast L'État-Major, consacré aux questions de défense. C'est un mardi sur 2 sur toutes les plateformes de podcast et à lire bien évidemment dans le magazine et sur l'express.fr. Bon week-end.